Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Bonjour à vous, ODF Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODF TV 2. Bienvenue dans cette première édition de l'année 2022 du JT OVNI OVI en France. Mais passons dès à présent à un sommaire détaillé de cette nouvelle édition. Au sommaire de cette édition, dans les infos d'ODH TV, programme de l'année 2022 du JT OVNI OVI en France. Dans le courrier des ODF Notes, c'est Bruno Botta, membre du GUI, groupe d'ufologues indépendants, reporter ODH TV Île-de-France et membre du SO, ainsi que Rémi Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens, reporter ODH TV du département de l'Yonne et également membre du SO, qui y répondent. Dans l'astuce du veilleur, compte rendu de la veillée du 23 octobre 2021 qui s'est déroulée à l'aéroport d'Auxerre-Branche dans le département de l'Yonne, avec l'intervention de Rémi Fauchereau. Dans la rubrique Culture OVNI OVI, vous retrouvez Jean-Louis Lagneau, directeur de la revue LDLN ou Lumière dans la nuit, qui vous parle de la dernière revue publiée, et Rémi Fauchereau vous présente son coup de cœur de cette édition. Bruno Bousquet, ufologue, répond à la question de cette édition. Puis nous passerons à la deuxième partie, Actu ODH ou Actu OVNI OVI dans l'histoire, avec l'intervention de Christian Morgenthaler, ufologue de la région Alsace. Puis nous terminerons par la troisième partie de cette édition, le dossier, un petit tour de France des ovnis dans l'histoire, avec l'intervention de Gilles Durand. Nous parlerons également de la différence entre les recueils et les enquêtes, et de l'importance des sources en ufologie, avec l'intervention de nombreux enquêteurs. Mais commençons tout d'abord par les informations importantes de cette édition. Les membres de l'équipe d'ODH TV vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022. Cette année, les JT OVNI OVI en France vous proposeront, dans les dossiers, les observations d'OVNI ou d'OVI dans l'histoire d'un département ou d'une région. Ainsi, tous les mois, vous découvrirez comment est le phénomène OVNI ou OVI dans ces départements ou régions, avec l'intervention des enquêteurs, témoins, ufologues ou ifologues de ces secteurs. Deuxième rappel, nous comprenons tout à fait que certains puissent ne pas apprécier une personne, ou les propos d'une personne interviewée. Mais si nous devions, avant d'interviewer un ufologue ou toute autre personne s'impliquant dans notre domaine, prendre en compte les goûts, les amitiés ou inimitiés, les rancœurs de chacun, les conflits des uns et des autres, il est fort à parier que nous n'aurions plus personne à interviewer. Et n'oubliez pas deux choses importantes, chers ODH Notes, le respect et la tolérance. Et si jamais il y a des auditrices ou auditeurs qui souhaitent découvrir l'histoire de cette émission JT OVNI en France, je vous invite à cliquer déjà en bas de la vidéo sur plus et ensuite à cliquer sur le lien où il y a marqué Rétro ODH sur l'histoire du JT OVNI en France. Cela vous renverra sur le compte ODH TV Archive sur la vidéo qui parle donc de l'histoire de cette émission. Question de JJVV. Oui. Ou envoyer un témoignage. Ou envoyer un témoignage à des enquêteurs, ufologues, des enquêteurs qui sont dans leur région ou autres, s'ils n'ont pas l'occasion. Des témoignages, on peut en envoyer comme les gens font, par exemple, à mon association ou à d'autres associations. Il y en a, on en trouve sur le net, on en trouve un peu partout, il y en a un peu partout des associations. On peut en envoyer au GEPAN, pour la France, pour ce qui est de la France. Voilà, si on veut, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut une enquête, si on veut qu'il y ait une enquête, ou si on veut seulement témoigner. Les 13 et 14 novembre 2021, s'est déroulé le 11e congrès ufologique de l'association OVNI Languedoc
et également le premier festival du court-métrage ufologique. Prochainement sera diffusé un reportage sur la chaîne YouTube ODH TV Archives. En voici un extrait. Premier festival de court-métrage ufologique, mais c'est un ovni dans la communauté ufologique, ça? C'est un petit peu ça, ouais. C'est une idée d'Henry Cohen, qui est un acteur du coin, là, qui joue dans plein de séries françaises. Il y a 2 ans, il nous a proposé ça. On aurait dû monter le premier festival l'an dernier, mais avec la Covid, on a été confinés début novembre ou mi-novembre, je ne sais plus, et on avait le festival à ce moment-là. Donc on l'a remonté pour cette année, et ça s'est déroulé hier, dans le cadre de notre 11e congrès. Et ça s'est très très bien passé, avec une remise des prix du jury à un film canadien et une remise des prix du public au même film canadien. Il a fait l'unanimité. Qu'est-ce que tu penses de cet événement aujourd'hui? Très intéressant, vraiment. C'est ma première fois et je ne regrette pas du tout. Et j'espère qu'il y en aura d'autres aussi. Mais je pense que c'est déjà quelque chose qui a été ambitieux et qui a été au moins ils ont eu le courage de vouloir le faire. Et on ne peut que dire du bien pour l'instant de cet événement et de ce geste fait par OVNI Languedoc. Alors je suis actuellement dans le département de l'Yonne, sur la commune de Fleury-la-Vallée, en présence de l'ufologue Rémi Fauchereau. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Bonjour Gilles, ça va bien? Alors le 23 octobre, ça a été quand même un grand week-end, ça 23-24 octobre, oui. Un week-end tourné autour de la science-fiction. Mais le 23 octobre au soir, tu as fait une veillée de la EPA où étaient présents donc Gilles Durand, Dussault, moi-même, et des veilleurs de ton association de faits. Ça s'est déroulé à l'aéroport d'Auxerre-Branche. Alors comment c'était la veillée? La veillée était un peu particulière parce que c'était pas une veillée quand même comme on a fait habituellement. Bon, il y avait la météo qui n'était pas favorable parce qu'il faisait froid, donc on est tous rentrés dans un local. Puis on a commencé à échanger, mais il y a eu des groupes qui se sont formés. On a échangé autour de choses qui étaient plutôt de l'archéologie un peu du type ancien Alien, si on peut dire. Mais c'était pas vraiment de l'ufologie qui a été faite ce soir-là. C'est ça qui est un peu dommage. Et puis les veilleurs qui étaient dehors, en fait c'est eux qui ont vraiment veillé, qui ont fait la veillée. Ils étaient quoi? Ils étaient 4. Et donc tous les autres sont restés là, ils ont discuté entre eux de sujets qui les intéressaient, mais qui n'intéressaient pas forcément l'ufologie, qui n'étaient pas vraiment d'un caractère ufologique. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. Voilà. Gilles Durand avait exposé des livres, personne n'a regardé, personne n'a posé de questions, personne n'a cherché à voir ce qu'il y avait dans ces livres, etc. Ne s'est intéressé même aux livres, etc. À part Erwan, on peut le citer parce que c'est un fidèle. Merci Erwan d'être venu à la veille, c'est toujours un plaisir de te voir. Ouais, c'est un fidèle des fidèles. Il y avait Daniel aussi, Daniel Jacquelge, qui est l'administrateur de mon blog, qui a veillé, qui a fait la veillée. Il y avait toi et puis Gilles Durand, vous étiez tous dehors. Il y en a quelques-uns autres qui étaient dehors, mais il y avait un petit nombre qui faisait vraiment une veillée au sens propre du terme. Autrement, tous les autres étaient à l'intérieur de l'aéroclub et puis échanger sur des choses qui n'avaient rien à voir avec la veillée, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. Il ne faut pas oublier que c'était quand même, nous sommes en période en ce moment des Orionides. Bon, on n'est pas au maximum de ces étoiles filantes, de 7 et 100. Mais il y a eu quand même des étoiles filantes et un bolide. Oui, oui, vous avez vu ça, oui. Moi j'étais à l'intérieur parce que je voulais rester un peu pour voir ce qui se passait quand même. Il fallait que je sois là pour voir qu'il n'y ait pas de dégradation de matériel, de surveiller un peu ce qui se passe à l'intérieur du local et tout. Pendant que vous étiez dehors à faire la veillée. Nous présenter le dernier numéro d'LDLN qui est derrière toi. Tout à fait. Donc le dernier numéro de LDLN, le 445, qui traite donc entre autres du livre de Jacques Vallée et de Paola Harris sur Trinity. À l'intérieur, nous avons aussi des explications nouvelles sur Pascagoula par Philippe Mantel, et quelques articles encore qui viennent d'Argentine par Rubén Morales. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rubén Morales, c'est un très grand ufologue argentin, très très connu là-bas. Complètement. Voilà.
Et nous avons aussi le cas particulier d'une observation faite au col de Vence par 2 ufologues de LDLN, que je ne citerai pas le nom parce que je préfère garder top secret pour l'instant ce genre de choses. Mais tu les connais très bien. Voilà. Toi aussi d'ailleurs. Voilà. Omni en Méditerranée de Thierry Gaulin qui vient de sortir cette année. On en a parlé un petit peu partout. J'ai pas encore eu le temps de lire, mais je sais ce qu'il contient puisque j'ai assisté à la conférence qu'il a fait à OVNI Paris. Et il y a à peu près 3 cas, dont le cas de Serroz dedans, qui est intéressant. Et des cas qu'il a enquêtés. C'est l'enquête de terrain. De Serroz. C'est pas si, c'est... De Rossé, pardon. Oui. Oui, enfin j'ai mis C avant le Rossé, oui. Est-ce que tu penses que l'ufologie en France est en quête de terrain? Non. Je crois que l'ufologie, elle est morte et bien morte. C'est un avis tout à fait personnel. C'est mon avis pessimiste du moment. On a beau dire et redire, les années d'or de l'ufologie, c'est bien terminé. Même s'il y a une nouvelle génération d'ufologues, on ne retrouvera jamais l'enquête sur terrain comme on l'a connue. Nous allons nous intéresser aux ovnis dans l'histoire. Nous avons d'ailleurs un peu recherché à ce titre-là des cas qui datent donc des années 1750 dans les contes et légendes d'Alsace, et on en trouve beaucoup sur Ingviller, Kirchwiller et tout ce qui s'ensuit là-bas dans tout ce coin-là, où il y a des chariots volants. Donc en fin de compte, c'était, je dirais, les premiers véhicules qui pouvaient éventuellement être pris pour expliquer quelque chose qui volait, quoi. Et entre autres, je crois que c'était un maire de Bouxwiller qui a été emmené par un de ces chariots. Passons dès à présent à la 3e partie de cette édition, le dossier. Dans les années 2010, sur les comptes YouTube ou Web TV d'ODH TV, a été diffusée une série de documentaires qui s'intitulait « Le Tour de France des ovnis ». Ainsi, dans chaque épisode, nous vous emmenions à la découverte des observations d'ovnis dans l'histoire d'un département, pour ainsi faire un tour de France des différentes observations de phénomènes aériens non identifiés ou même expliqués. Je vous propose un tour de France des ovnis dans l'histoire de quelques départements présenté par Gilles Durand qui vous ouvre une fois de plus son Histocat. C'est parti! Dans ce tour de France des ovnis dans l'histoire, Gilles Durand, avec l'aide de son Histocat, va vous partager des cas d'observation dans les départements de la Dordogne, du Rhône, Maine-et-Loire, Cantal, Moselle, Manche et Meurthe-et-Moselle. Dordogne. 1587, 21 septembre à Sarlat. Observation de 2 armées en combat durant 2 heures. Bon, des armées célestes, hein, ou armées fantômes. Mais là, comme c'est du nom intégré, ça sort de chez Christian Piens, des ovnis du passé, et chez Bougard, la chronique des ovnis. Le 15 novembre 1899 à Douric. Je n'ai pas trouvé ce patelin en Dordogne, mais c'est marqué Douric-Dordogne. Donc je ne sais pas. Ben, toujours est-il que c'est tiré de Bougard. Et Bougard, c'est bourré de... Ouais, lieu introuvable. Bougard, c'est truffé de conneries. Donc un bradite aux couleurs changeantes, rouge, blanc, puis bleu. C'est tout. En 1580, Sarlat. Une nuée dense et rouge est vue pendant plusieurs heures.
Donc Escande, Histoire de Sarlat, 1936. 25 août 1846 à Saint-Apre, en Dordogne. Un bradite est vu durant 3 à 4 minutes. Compte rendu de la société, non, compte rendu de l'Académie des sciences, volume 23, 1846, page 549, et Flammarion, Études et lectures astronomiques, volume 5, 1874, page 151. Nous sommes à côté de la frontière entre les départements du Bas-Rhin et la Moselle. La Moselle. 927, Verdun et Est de la France. Et on observe des armées de feu, qui par les fantômes, c'est du Fillet Ruchon et du Bougard, il y a pas, c'est des noms non intégrés dans le fichier. 23 août 1871, entre Metz et Étain, et également à Jarny. Donc, mais là, on est Meuse, Meurthe-et-Moselle et Moselle. Hein. C'est, chacune des 3 villes là, sont dans un département différent. Un serpent gris foncé, presque noir, de 200 mètres de long, est observé dans le ciel. C'est dans Bougard, hein, mais bon, après, j'ai pas trouvé les documents originaux. Peut-être la presse, il faudrait voir. Il faut préciser que serpent, ça peut être des... C'est pas un cryptide, quoi. Oui, ça peut être une trace dans le ciel, hein, simplement. Hein. Voilà. D'ailleurs, le mot serpent est entre guillemets, hein. J'ai oublié de le dire. Été 1837, dans un lieu que l'on ne connaît pas, une boule électrique, entre guillemets, descend d'un nuage et y retourne après avoir voyagé près du sol. Sestier de la foudre et ses formes, tome 1, 1866, page 118. Et c'est le seul que j'ai. Les autres, c'est Meurthe et Moselle. Aujourd'hui, je suis à côté du château et du lac de la Pierre Percée, dans le département Meurthe-et-Moselle. Donc, Meurthe-et-Moselle, 19 décembre 1884, le lieu n'est pas précisé. Un nuage du genre globocumulus ou nuage de Poët, comme une formation de poche hémisphérique. Alors aujourd'hui, on sait ce que c'est. C'est ce qu'on appelle des nuages globulaires. Hein. Donc, extrait de l'astronomie, volume 4, 1885, page 70, avec une illustration. 12 août 13 septembre 1946, à Longwy et Nancy. Fusée fantôme. 2 globes lumineux reliés entre eux, déplacement horizontal assez lent. Le Républicain Lorrain, numéro 221, 14 septembre 1946, page 1. Le Midi Libre, numéro 634, 14 septembre 1946. Donc on est déjà dans la presse. Hein. Le 5 octobre 1861 à Villefranche, aujourd'hui Villefranche-sur-Saône, un disque de feu est observé sur la route de Thizy. C'est extrait de Christian Piens, Les ovnis du passé. Donc, entre 816 et 840, à Lyon, l'histoire de tempestaire, ce truc. Oui, récit sur les tempestaires. C'est bien connu. Hein. Agobard, de Liber des Grandes Tonitrius, donc le livre du Tonnerre, chapitre 11, voilà, ou Liber, je ne sais plus, c'est en latin après, des Grandes Dînées et Tonitria. Pardon. Alors, ça c'était. Donc, le 23 février 1865, à Saint-Maurice-sur-Dargoire, dans le canton de Mornan, dans le Rhône. Un météore constitué de 3 points lumineux équidistants traverse le ciel par une trajectoire parallèle à l'horizon. Bulletin hebdomadaire de l'Association scientifique française, volume 1, 1865-1867, page 86. 6 février 1898, autour de Lyon, un bolide de couleur changeante
dont des stries rouges, se séparent en deux parties. La Tribune de Genève, 10 février 1898. 24 avril 1947, près de Clavessol, dans le Rhône. Une gerbe de feu apparaît au sommet d'une colline. Il y a des traces au sol et des effets sur les animaux. Presse Océan, 25 avril 1947. C'est tout. Donc je vous retrouve à côté du menhir de la Pierre Frite, dans le département Maine-et-Loire, à côté du village médiéval de Pouancé. 1894, près de Sèche, une longue traînée lumineuse a été vue pendant 1 minute. Elle s'éteint subitement, alors 3 ou 4 étoiles filantes partent du noyau. L'Astronomie, volume 13, 1894, page 352. La Nature, volume 2, 1894, page 238. Ensuite, le Cantal. Oh, le Cantal. C'est le bon fromage. Cantal. Avril 1947, près de Falgoux, au col de Serre. Je connais bien, j'y étais en vacances. Un disque avec une lueur bleuâtre, stationnaire, décrit une boucle et disparaît. Témoin Maxime Orliange, Fillet-Ruchon, Vallée, Challenge to Science, pardon. Bon, voilà, c'est de l'ufologique. Alors, tu remarqueras quelque chose de caractéristique. On parle plus de météores, on parle de disques. Hein, voilà. Parce que ce sont des références ufologiques. Alors, 12 novembre 1898, le puits de Colle, dans le Cantal. Ah oui, 2 colonnes de lumière jaillissent de la vallée et viennent frapper les nuages. On est en 1898, avec une illustration. Hein. Bulletin de la Société astronomique de France, volume 13, 1899, page 92. C'est des trucs qui partent du sol. Des colonnes de lumière qui montent jusqu'au nuage. Moi, j'ai pensé à des lueurs sismiques. Ah, mais il faut vérifier s'il y a eu un Ouais, séisme. ou des... Mais oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des lueurs géophysiques qui pourraient se produire quand il n'y a rien, juste parce qu'il y a eu une fissure qui s'est ouverte ou quelque chose, un effondrement, et puis ça laisse passer quelque chose. Ah, peut-être. Mais pas spécialement un vrai séisme, quoi. Ou un truc qui n'a pas été repéré, quoi. Je suis actuellement à côté de l'abbaye d'Amby, dans le département de la Manche. 7 janvier 1700, Saint-Germain-de-Vaux, Auderville, etc. Un météore en forme d'un grand arbre tombant en mer au bout de 2 heures. Extrait de l'Histoire de l'Académie des Sciences, volume 19, 1700, page 10, paragraphe 2. Et également dans la collection académique, volume 6, page 592, et dans Sestier de la foudre de ses formes et de ses effets, tome 1, 1866, page 203. Et Flammarion, études et lectures astronomiques, volume 5, 1874, page 145. Ça va, les références d'origine, hein? 12 février 1836, Cherbourg. Un bradite montrant une forme de cavité en son centre et une trajectoire hésitante, et non pas évidente. Compte rendu de l'Académie des Sciences, volume 2, 1836, page 153. Report of the British Association, 1860, page 77. 19 novembre 1846, Avranches. Un météore stationnaire vu pendant 20 minutes. Compte rendu de l'Académie des Sciences, volume 23, 1846, page 986. On remarque que ce sont des documents très officiels, compte rendu de l'Académie des Sciences.
Et on te parle de choses qui sont... Aujourd'hui, on dirait, mais c'est pas possible. Un météore stationnaire 20 minutes, ça n'existe pas, quoi. 15 janvier 1850, Cherbourg. Une flamme verticale au mouvement oscillatoire se déplace sur l'horizon. Compte rendu de l'Académie des sciences, volume 35, 1852, page 353. Sestier, de la foudre et de ses effets, tome 1, 1866, page 205. Flammarion, études et lectures astronomiques, volume 5, 1874, page 154. 27 mai 1895 à Dragueville. Bolide à trajectoire rétrograde. Extrait du bulletin de la Société astronomique de France, volume 9, 1895, page 228. Là, il n'y a pas vraiment de détails au niveau du jour, mais c'est en décembre 1881 à Cherbourg. On observe les évolutions d'un objet étrange. Avec ça, vas-y, c'est l'Ambouillard. Donc, dans le deuxième, on va parler de quelque chose de très connu qui s'appelle les lueurs de Cherbourg. Et ça se passe en avril 1905, à Cherbourg et en divers lieux, Manche et ailleurs, parce qu'il n'y a pas que là. Donc, une étrange lumière dans le ciel, sujet de vives polémiques. Oui, parce qu'on a dit que c'était une confusion avec Vénus. Je tiens à remercier Gilles Durand de vous avoir partagé tous ces cas qui sont dans l'Histocat ou le catalogue des observations d'OVNI ou de PAN dans l'histoire en France. Mais à présent, intéressons-nous aux sources. Est-ce que les sources en ufologie sont toujours vérifiées? Parce que là, il vous a présenté de nombreuses sources, d'ailleurs. Est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'elles sont respectées? Est-ce que les sources sont-elles toujours données? Ben non, on a des livres, par exemple, il y a même des enquêtes où les sources ne sont pas données. Il y a des rapports d'enquête où les sources ne sont pas données. Il y a des livres aussi où des témoignages ne sont pas référencés. Il y a des gens qui publient des articles qui sont pas, qu'on ne sait pas de quel journal ou quelle publication ça vient. On ne sait pas si c'est une enquête, on ne sait pas si c'est un recueil, on ne sait pas si c'est un témoignage. Faut le savoir, ça aussi. Est-ce que les sources sont données? Elles ne le sont pas souvent. Enfin, ça dépend des auteurs. Hein. Il y a des auteurs où il n'y a rien. Il n'y a pas une source. Pas une source. Il n'y a même pas une table. Enfin, il n'y a même pas une page où il donnerait quelques références ufologiques. Enfin, des livres, par exemple. Hein. Une dizaine de livres, voilà. Il n'y a pas de. Voilà. Et puis à l'intérieur, tu n'as pas une seule source. Rien du tout. Par contre, tu as des auteurs, il y a des sources à toutes les pages. Ou alors, il y a enfin un volume, avec des annotations, des numéros, hop, des reports. Jean Sidère est un peu comme ça, enfin même beaucoup comme ça, il y a beaucoup de références, c'est ça qui est bien. On peut dire ce qu'on veut de Jean. Franck Morin aussi. Oui, on peut dire ce qu'on veut de Jean Sidère, pas être d'accord avec ses idées, mais alors là, au niveau des références, il est top. Ça, alors là, j'avoue que là, je l'embrasserai. Alors Franck Morin, ouais, peut-être, c'est sûr. Mais parce que c'est un archiviste aussi, c'est ça. Mais bon, Vallée a mis beaucoup de références dans ses bouquins. Beaucoup de références, enfin, surtout le premier, Passeport au Magonia, qui a servi de référence à d'autres sites, à des sites internet depuis. Entre autres, OVNI plus près de Patrick Gross. Patrick Gross, il y a des références partout. Même des fois, j'arrive pas à m'en sortir, tu vois. Je suis obligé de faire un copier-coller de la page pour classer les revues, enfin les journaux ou les documents par date et par titre. On peut faire une aparté vite fait. Pendant le Covid, il a vachement publié. Hein. Ah là là, il a fait des mises à jour, il en a profité pour faire des mises à jour lui. Hein. Et c'est passionnant ce qu'il a trouvé, parce qu'il a eu accès à la collection de journaux de Dominique Caudron. Et lui, tu vois, ce qui me plaît avec Patrick Gross, parce que quelque part on voit qu'il peut être croyant, peut-être dans les anciennes fiches d'ailleurs, mais il va quand même s'adresser à quelqu'un qui est quand même considéré comme un sceptique, Dominique Caudron,
Voilà, il m'en a parlé au téléphone, Dominique Colomb, que Patrick Gross, il avait fourni à Patrick Gross toute sa collection de coupures de presse. Et Patrick Gross a su la mettre en valeur. Voilà. Et ça, c'est bien. Et toi, c'est un travail digne du sceau. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en fait, ces deux personnes n'ont pas les mêmes idées sur les ovnis, mais ils travaillent ensemble quand même. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est bien. Mais alors, pour revenir aux sources, effectivement, tu as les sources bidons. Tu vois, on te donne une source, on prétend que telle chose qui a été écrite est issue de tel document. Tu n'arrives jamais à trouver le document. Où est ce document? Puis je rencontre l'auteur, il dit, vous savez, je ne peux pas tout vous dire. Voilà. Bon, il y a aussi les canulars dans les bouquins. Et ça, c'est Henri Durand qui a fait ça. Il l'a fait exprès. Le Zondeur bureau numéro 13, qui n'a jamais existé pour les soucoupes nazies. Sont-elles respectées? Alors attends, ce que je vais finir. D'accord. Il a fait en sorte de faire ce canular dans le bouquin, sans dire quoi que ce soit, comme si j'étais dans ça. Voilà, dans le texte, hein, dans le déroulé du texte, il parle du Zondeur bureau numéro 13. Tout est bidon. Il le sait. Mais ce qu'il voulait, c'était un test qu'il a fait. Enfin, Henri Durand, de son vrai nom, Didier Serre. Il a fait un test. Pour savoir si d'autres auteurs allaient le reprendre sans vérifier. Et ça s'est passé. Tu vois. Et après, il a dit que c'était pas vrai, enfin, il a dit que c'était un canular. Il y a des gens qui ont dit qu'il avait dû être comment dire, intimidé et qui disaient que c'était faux. Voilà. Voilà, donc en fait, il y a des gens qui croient que c'est vrai, même si l'auteur dit « je vous ai fait un canular ». Bon, alors les gens qui croient que c'est vrai disent il a été approché par les services secrets pour justement... Par les Men in Black, ouais. Par les Men in Black, peut-être, qui viennent de la planète, je sais plus quoi. En voiture. En voiture. Et voilà. Et donc, il a été intimidé pour dire que ce qu'il a écrit était faux. Non, moi, avec Thierry Rocher et Michel Cosse, on a rencontré Henri Durand, et il nous l'a dit, face à face, que le Zondeur bureau numéro 13, c'était un canular qu'il avait mis dans son bouquin pour prendre en défaut les gens qui reprennent les informations sans vérifier. Voilà. C'est très bien. Bah, c'est très bien, tout à fait. Alors les sources, sont-elles respectées? Pas toujours. Bah, respecter, non, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu trouves des extraits de textes entre guillemets en italique, ou en italique, des fois les deux, et qui ne correspondent pas du tout quand tu vas retrouver la source originelle, ce qu'on a fait longtemps et ce que je fais toujours, même si l'épi n'existe plus, je le fais toujours, si j'ai l'occasion, de vérifier à la source originelle. Alors maintenant c'est plus facile sur internet, tu trouves des collections complètes, pas besoin d'aller en bibliothèque. Bon, j'aime bien aller en bibliothèque pour l'odeur, l'ambiance, etc. Bon, bref, je suis bibliothécaire, c'est pas pour rien non plus. Et voilà, donc, oui, tu prends le texte, souvent, alors si c'est un texte en français, bah, tu peux le voir directement, tu vois, que le texte ne correspond pas, on a pris un mot pour un autre. Alors ce qui est pire, c'est les auteurs qui ne connaissent pas, par exemple, qui ont travaillé sur les cas anciens. Bon, j'ai cité Michel Boucard, comment ça s'appelait, Christian Piens, en Belgique, mais ici aussi en France, d'autres, voilà, dont les noms m'échappent, en France, qui c'est qu'il y a eu? Bon, il y a eu Nolan, Charles Nolan, peut-être, enfin, en français, là, je suis en train de sécher, je sais pas pourquoi. Bref, enfin, qu'importe. Et on s'aperçoit, bah, je suis quand même Vallée, et on s'aperçoit que il y a des gens qui ont repris des textes anciens sans comprendre les mots d'anciens français, par exemple, entre autres.
Alors c'est encore pire quand tu traduis un texte en anglais qui date de 1650. Quoi. Si tu n'as pas les mots de l'ancien anglais, tu vas raconter n'importe quoi. Bien sûr, alors donc tu as des textes qui ont été repris sans en comprendre le sens. Nice 1608. 1608, par exemple. Nice, hein. Nice 1608, rien. Le sens a été complètement Soucoupisé. Et soucoupisé, parce qu'il n'y a pas de soucoupe du tout. Non, non. Il n'y a rien du tout qui vole là-dedans. Faut bien le savoir. Rien. Ça a été influencé avec le dessin du Géos. Bah, disons qu'en fait, oui, après, oui, mais c'était avant déjà. C'était déjà comment? Non, c'est avant. C'est Tarad, c'est Guy Tarad, dans Soucoupe volante, les civilisations de l'espace, qui publie la quasi-intégralité du texte. Tu regardes le texte original de 1608 et tu trouves quelque chose qui vole là-dedans. Il n'y en a pas. Il n'y a rien qui vole. Il y a les boulets de canon. Oui, il n'y a que ça qui vole. C'est les 800 coups de canon tirés depuis le port de Gênes. Et à Nice aussi, il y en a eu. Oui, peut-être, mais Gênes entre autres. Oui. Parce que Nice était génoise à l'époque. Ils étaient bien quand même, ils tiraient sur on ne sait quoi. Oui, ils ne savent pas quoi. Enfin, s'ils ont tiré sur quelque chose, ça peut être complètement bidon. Ce que dit Yanis de Lianis, il dit que c'est certainement totalement bidon parce qu'on s'est référé à une fête de mariage princier, ou je ne sais plus, de personnes, d'aristocrates italiens, et qu'on a transposé ça dans la baie de Nice. Des Anges, ouais. La baie des Anges. Et donc, en fait, oui, il y a plein de textes. Il y a un texte, bien sûr, j'en ai déjà certainement parlé ici, qui a été publié dans, je ne sais plus quel bouquin, si c'est Christian Piens, Bougard ou d'autres, je ne sais plus. Et il est question de vaisseau. Oui, tu m'en as parlé plein de fois. Voilà. Donc en fait, c'était une unité de mesure. Et non pas un bateau volant. Donc c'était un phénomène dans le ciel qui avait la taille d'un vaisseau. Alors bon, on a transformé ça en forme de vaisseau. Oui, c'est parce qu'on est influencé par la science-fiction. Voilà. Ça n'a rien à voir. Oui, la science-fiction n'est jamais loin. Ouais. Le vaisseau, à l'origine, c'est une unité de mesure. C'est une sorte de grande barrique, un demi-tonneau, je crois, mais d'une taille particulière. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est venu le nom vaisseau pour un bateau, parce qu'il transportait un certain nombre de vaisseaux. Voilà. Sont-elles fiables? Ah, ça c'est une autre affaire. Parce qu'avec les premiers écrits, on a eu aussi les premiers menteurs. Ouais, elles peuvent être fiables. Il y en a qui sont fiables, comme je disais, comment dirais-je, les premières sources de vallée dans Passeport Magonia, elles sont fiables jusqu'à un certain point. Comme je disais, une erreur de date et tu te retrouves à ramer pour trouver une observation qui en fait a eu lieu, a été rapportée dans une revue 4 ans plus tard. Voilà. Mais bon, il y a des sources qui sont très très fiables, effectivement. Mais il y a des trucs que tu ne retrouves jamais, toi. Il y a des cas, entre autres, dans le... Bah si, pour les cas anciens, il y a aussi des ovnis dans les pays de l'Est de Weverberg et Obana. Weverberg, donc, ufologue néerlandophone. Alors je ne sais plus s'il est belge ou hollandais, je ne sais plus. Peut-on les recouper? Il faudrait pouvoir les recouper, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, quant à l'ufologie, est-ce que ce sont des recueils, des enquêtes, des contre-enquêtes ou de simples témoignages? Nous allons aborder tout ceci avec Jules Durand, Rémi Fauchereau et bien d'autres intervenants. Quelle est la différence entre un recueil et une enquête? Alors, ça, c'est très... ça, un recueil, c'est tu vas voir le témoin, quelqu'un qui a vu quelque chose, le témoin, le ou les témoins, et tu écoutes ce qu'il va te dire, tu écoutes enfin, tu lui dis de te raconter son observation, donc tu l'écoutes, tu enregistres comme tu veux, enfin, tu filmes, enfin, qu'importe, mais tu ne fais qu'enregistrer ce qu'il a vu. Point barre. C'est un recueil. C'est un enregistrement de témoignage. Une enquête, ça veut dire que tu vas faire ça, effectivement, ton recueil de base,
Et tu vas commencer à poser des questions. Mais vraiment des questions. Pas dire comme certains, c'était gros comme ça, le ballon qui est là, c'était de la même couleur que le ballon qui est là. Voilà, on rappelle des trucs. Quoi. Ouais, ou alors la couleur. Moi j'ai un autre exemple aussi que j'ai eu cet été. La personne, le témoin, avait une espèce de grande nappe ou serviette de couleur orange et l'enquêteur a dit que c'était de cette couleur-là. Voilà, voilà. Question fermée. Exactement, question fermée. Alors, dans le cas du ballon, le témoin dit non. Les témoins qui vont dire, voilà, je vais lui répondre oui, il va être content. On ne sait pas, la psychologie de chaque témoin, hein, on ne la connaît pas. On découvre des gens. Si c'était des copains à nous qu'on connaissait depuis 30 ans, ça irait. On aurait peut-être une petite idée. Mais là, c'est des gens que tu n'as jamais vus, ils ont juste vu un truc, tu l'as su par un canal X ou Y. Voilà. Alors donc, l'enquête, ça va être d'aller sur le terrain. Voilà, bon, si comme nous, avec le ballon, là, ils avaient filmé ça de leur fenêtre, donc on était sur le terrain. Voilà, si j'ose dire. Mais après, quand c'est un truc qui se passe à l'extérieur, tu vas chez le témoin, tu dis, on va aller sur le terrain, à l'endroit où ça s'est produit. Enfin, à l'endroit où vous l'avez observé, pas où ça s'est produit, où a eu lieu votre observation. Ça ne veut pas dire que c'est là où il y avait le phénomène. Le phénomène, il peut être très loin. Très loin. Tu sais, il y a des gens qui disent, oui, mais c'était à 250 mètres. En fait, quand on s'aperçoit que c'est une confusion avec Vénus, on dit, non, c'était un peu plus loin, c'était légèrement plus loin quand même. Tu regardes sur la base, tu as l'estimation de la taille d'une maison. Ouais, mais d'une maison vue à combien de mètres? Voilà. C'était comme une petite voiture. Oui, mais une petite voiture située sur la route à 500 mètres ou sur la route à 10 mètres? Parce que c'est plus la même taille. La plupart du temps, c'est des tailles estimées qu'on te donne dans les enquêtes. Et c'est pas la taille réelle que la personne a vue. Il y a une grande différence entre la taille estimée et la taille réelle qu'a vue la personne. Elle estime que l'objet avait la taille d'une voiture. Ouais, mais non, parce que quel est le degré de comparaison? Une voiture à combien de mètres? Si c'était la nuit, tu ne peux pas estimer les distances d'observation. C'est impossible. Donc si tu estimes que ça avait la taille d'une voiture, c'est que tu avais déjà un beau bestiau face à toi, quoi. Et puis quand tu vas un peu plus loin, tu te rends compte que non, c'était même peut-être plus petit que la Lune. Comment tu peux estimer que c'était la taille d'une voiture? Non. Donc il faut arrêter ce genre de comparaison, de trucs. Il y a des choses bien précises. Voilà. Mais c'est sûr que là, tu vas sur le terrain, tu fais des mesures. Voilà, des azimuts, des hauteurs angulaires, des trucs comme ça. Voilà, tu dis, voilà, tu vas consulter Stellarium. Hein, si tu ou un veux autre. Fly radar. Fly radar, ça dépend si c'est le jour, de nuit, ou voilà. Des tas de paramètres qui permettent d'aller voir telle ou telle application, tel ou tel site, etc. Voilà. Tu vas discuter plus longtemps avec le témoin. Tu vas lui faire raconter encore son histoire. Au GEPAN, ils font raconter à l'envers. Voilà. Des trucs comme ça, quoi. Une véritable enquête. Voilà. Tu vas aller chercher la météo, tu vas aller à l'aérodrome ou l'aéroport local, savoir s'il y a des avions qui volaient. Des tas de choses, quoi. Et même, moi, je dis que c'est très bizarre, mais les enquêtes des années 70 étaient bien meilleures que les enquêtes d'aujourd'hui, qui commencent à se réduire qu'à des recueils de témoignages, sans plus. On écoute le témoin, on enregistre. Et on s'en va. Merci monsieur, c'est un ovni, au revoir. Voilà. En publier aussi. Et on publie, voilà, et ça fait un cas de plus. C'est ça. Et c'est nul. Est-ce que dans ton prochain livre, tu pourrais mettre quand c'est un recueil, quand c'est une enquête, quand c'est une contre-enquête? Oui, j'avais commencé à le faire dans ce livre-là. J'avais commencé à le faire. Dans certains cas, mon éditeur m'avait demandé de préciser
Si c'était une enquête, un témoignage, ça avait été un peu noté sur certains cas. Mais ça n'a pas été fait de manière rigoureuse. Est-ce que tu penses que ça devrait être fait dans tous les livres qui traitent d'OVNI? Oui, parce qu'un recueil, c'est pas une enquête. On en est loin. Quand on a un recueil, c'est un recueil, mais une enquête, c'est autre chose. Comment trouves-tu l'ufologie de terrain en France en ce moment? Je trouve que l'ufologie de terrain, elle est en perte de vitesse. Il faudrait beaucoup plus d'enquêteurs qui aillent sur le terrain, vérifier, aller sur les lieux, pouvoir revérifier, ça c'est nécessaire. Et faire aussi le lien avec des cas plus anciens. Je pense que ça c'est très important aussi. Voilà. Quant à l'avenir de l'ufologie de terrain en France, es-tu optimiste ou pessimiste? Écoute, ni l'un ni l'autre. L'ufologie de terrain maintenant elle a tellement évolué, on a des outils qu'on n'avait pas à certaines époques, donc on peut faire des choses vraiment très approfondies avec la technologie actuelle de 2019. Maintenant il faut des personnes pas qui sachent l'utiliser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la technologie actuelle et qui savent la traiter, et surtout je dirais il faut des gens derrière qui aient l'intelligence et l'objectivité d'utiliser les données recueillies pour une présentation qui tienne la route et qui puisse servir dans le futur. Je suis plutôt pessimiste. Parce que bon, il y a de moins en moins d'enquêteurs déjà, et il y a des mauvaises infos. Déjà rien qu'avec Internet, il y a beaucoup de fake news, comme on appelle, et ça c'est très mauvais pour l'ufologie. Donc il faut vraiment des gens qui soient là, présents. Voilà, tout simplement. Neutre. Pourquoi? Parce que même si en ce moment l'ufologie de terrain c'est peut-être pas ça, peut-être que ça va revenir. Suffirait d'une nouvelle période d'observation, style les années 70. On va pas dire 54, mais les années 70, où d'un coup il y a eu... Alors, le problème des années 70, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a eu une vague OVNI dans les années 70 parce qu'il y a eu une vague OVNI en France, ou est-ce qu'il y a eu une vague OVNI parce que c'est la période où il y a eu le plus d'enquêteurs de terrain? La question est intéressante. Peut-être que c'est la deuxième qui est la réalité. Et qu'il n'y a jamais eu de vague d'OVNI dans les années 70. Donc pour toi, il faudrait qu'il y ait une augmentation d'enquêteurs sur le terrain. L'idéal, ça serait une augmentation des enquêteurs sur le terrain. Mais là, on se heurte à un gros problème. Enfin, à plusieurs gros problèmes. Tout d'abord, il faut créer des associations. Les associations, ça se gère, ça a besoin d'un peu de sous. Les gens, ils sont de plus en plus fauchés. Moi, je le sais, puisque je gère une association dans un autre domaine. Tu ne peux pas te permettre de demander des sommes folles en cotisation pour que l'association puisse vivre. Mais les mairies ne te subventionnent plus du tout, parce qu'ils n'ont plus d'argent. Et que quand une mairie n'a plus d'argent, c'est la culture et les subventions qui passent en premier à l'as. Donc, sur ce plan-là, ça va être difficile. Après, le deuxième problème, c'est l'ego de l'humain. Combien d'associations ufologiques se sont cassées la figure parce que il y avait certains dans ces associations qui avaient un ego surdimensionné. Il y en a eu pas mal. Et souvent j'ai trouvé... Enfin, là, je vais me faire tuer par les ufologues. J'ai souvent... Quand je lis l'histoire de l'ufologie en France, il y en a quand même un certain nombre d'ufologues qui ont un pétard d'ego, mais c'est hallucinant, quoi. Ça serait bien de redescendre un peu des fois. Même si on est très bon, il faut redescendre un peu, quoi. L'ego, c'est ce qui tue le plus l'ufologie, et puis tout le reste, de toute façon. Donc l'avenir,
Est-ce qu'il y a vraiment un avenir d'ailleurs? Le souci est là. Hein. Le souci est là. Si, ce qu'il faudrait, c'est arriver à avoir un cas, mais un cas de la mort qui tue, comme je dis, qui nous arrive dessus, quoi. Là, ça relancerait peut-être l'intérêt de la chose. Mais les gens sont moins motivés de toute façon dans le domaine qu'avant. Maintenant, de toute façon, avec Internet, et puis les gens veulent du spectaculaire. Les gens veulent du spectaculaire. Qu'est-ce que tu vas leur présenter des boules qui se promènent dans le ciel? Par contre, 12 races d'extraterrestres qui viennent sur Terre et qui te parlent en channeling, ça c'est génial. Mais bon, c'est pas de l'ufologie. C'est autre chose. Nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition assez particulière JT ODH pour être en accord avec le thème de la Web TV ODH TV, tout simplement. J'espère que cette édition vous aura plu, vous aura intéressé, vous aidera dans vos propres recherches. Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe d'ODH TV, les partenaires proches et vous autres, ODH Note. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine édition, hors série ou une édition normale. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur les routes ufologiques en France sur ODH TV. Au revoir.